Le rapporteur va nous présenter la question numéro 49, finalisation de la mise en œuvre de la procédure d'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, le rapporteur a la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Je pense, Président, chers collègues, que nous allons assez vite entrer dans le vif de ce sujet-là parce qu'il est connu de chacune et chacun d'entre nous et il bénéficie, ce sont les circonstances du calendrier, d'une actualité qui a souligné l'importance de cette matière. Une actualité positive, puisque les choses se présentent bien. De quoi s'agit-il? Il s'agit, comme l'a rappelé le président Lise à l'instant, de cette procédure d'inscription des, je cite, volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique, donc inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous allons, j'espère, aboutir de manière satisfaisante après tous les efforts qui ont été déployés au cours de ces dernières années, intensifiés au cours de ces derniers mois, même derniers jours, puisque notre persévérance, notre organisation, notre unanimité martiniquaise, à souligner, a porté au plus haut niveau cette démarche qui, j'espère, va se traduire, je le répète, par un aboutissement heureux. Tout ceci s'organise avec un organisme, avec une structure support qui est le Parc naturel de la Martinique. Et l'objet du rapport est précisément de pouvoir confirmer la mission donnée au Parc naturel de la Martinique et évidemment lui attribuer les moyens de ressources financières pour pouvoir faire face à toutes les nécessités de cette mission prestigieuse, mais qui a évidemment ses coûts de mise en œuvre. Donc, sans faire trop de développement, parce que je répète, c'est une matière que tout le monde connaît, et puis encore une fois, on l'a vécu intensément ces derniers temps, le rapport vise à se prononcer sur la participation de la CTM à hauteur de 250 000 €, à savoir 100 000 € en 2019 et 150 000 € en 2020, donc participation que l'on propose d'accorder au Parc naturel de Martinique pour toutes ces démarches qui arrivent maintenant en phase de finalisation et j'espère, je le répète encore une fois, couronnées par l'inscription de volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique, c'est l'intitulé officiel, au patrimoine mondial de l'UNESCO pour célébrer ce que nous savons être quelque chose d'exceptionnel. Bien entendu, mandat au président du conseil exécutif pour la mise en œuvre de tout cela. Je ne sais pas s'il faut que je sois plus long, le rapport est clair, la matière est connue. En plus, le conseil exécutif Boutrin, qui est le président du parc et qui est la cheville ouvrière de cette question, qui n'a pas pu venir exposer précisément parce qu'il est concerné, mais qui pourra rester quand même pendant le vote parce qu'il n'est pas membre de l'Assemblée. Je le précise pour que ce soit clair. C'est comme quoi la séparation, même quand on croit qu'elle n'existe pas, elle existe bel et bien. Lui peut rester pendant les votes. Alors, il me demande la parole, d'ailleurs. Non, j'ai cru que tu avais levé le doigt. Président, merci. Je crois qu'il y a pas mal de collègues de l'Assemblée qui m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé à l'extérieur de l'Assemblée. Si tu ne vois pas d'inconvénient, on va écouter les collègues et puis je vais essayer d'apporter des éléments de réponse au regard de l'actualité très récente et je dirais de la bonne nouvelle venant de Paris. Merci. Très bien. Donc j'interroge d'abord les commissions. La commission culture,
Commission culture. Avis favorable. Développement durable. Avis favorable. Développement économique et tourisme, je suppose que... Nous avons siégé conjointement avec la Commission des finances. C'est ça. Nous avons émis un avis favorable. Très bien. Donc, vous avez la parole. Qui souhaite intervenir? Y a-t-il des questions? Oui, collègue Narciso. Oui, je crois que le compte-rendu qui est là, il dit l'essentiel. C'est pour ça que je propose de passer directement à un point qui est important, c'est que le collègue Boutrin, qui a représenté la collectivité avec le préfet lors de cette désignation, est-ce qu'il peut nous dire quelques mots, comment ça s'est passé et puis vers quoi nous allons? Je crois que c'est surtout ça qui est important qu'on sache. Très bien. Y a-t-il une question? Collègue Duverger. Non, je pense que comme toutes les commissions ont donné un avis favorable, c'est qu'ils maîtrisent, ce n'est pas la peine, on peut passer au vote. Oui. Bien. Non, mais le porteur du dossier a certainement des choses à nous dire, mais je lui demande de ne pas être long, puisque il y a beaucoup de collègues qui souhaitent rentrer chez eux pas trop tard, et nous avons encore pas mal de questions, plus 2 questions orales, il ne faut pas oublier ça. Donc tu as la parole, collègue Boutrin. Non, sauf s'il y a... Parce qu'après lui, je vais donner la parole au rapporteur, et puis on va... Donc, collègue Bernabé. Voilà. Collègue Bernabé, il vaut mieux qu'on pose toutes les questions pour qu'éventuellement il puisse répondre. Merci, Président. Je ne sais pas si c'est le collègue Laventure ou le collègue Boutrin qui répondra à la question. Je voulais savoir sur le dossier UNESCO ce qu'il en sera de la sylviculture et de l'agroforesterie dans le cœur de Bien et dans les zones tampons. Voilà. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc collègue Boutrin, tu interviens et ensuite le rapporteur va conclure et on passera au vote. Tout à fait. Alors, collègue, je remercie le collègue Miguel Laventure qui s'est accaparé du dossier puisque... Oui, tout à fait. On lui a attribué le dossier pour permettre au collègue Boutret de ne pas être dans une situation de confusion. Je suis admiratif devant, je dirais, cette capacité qu'a notre collègue à pouvoir prendre des dossiers et les porter, même quand, effectivement, on lui demande de le faire à pied levé. Donc, il s'est vraiment accaparé, et cela, il faut lui rendre hommage, et je profite pour saluer. Alors, juste un point important. Je crois que ce dossier qui a été initié depuis 2010 lors du Grenelle de l'environnement, il a été demandé à ce qu'on réalise un Grenelle de la montagne Pelée par le député Alfred Marie-Jeanne en juin 2010. Dans la foulée de sa demande, le député Marie-Jeanne avait demandé à ce qu'on puisse organiser également pour pouvoir lancer la candidature de la Martinique pour l'inscription de la montagne Pelée et des Pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je profite pour dire, c'est le patrimoine mondial, la convention de 1972, la plus prestigieuse. Il existe d'autres inscriptions au patrimoine, qui est le patrimoine immatériel, à l'instar de ce que les Jamaïcains ont pu obtenir, le reggae, ou nos voisins de Guadeloupe, le Gwoka, et on l'espère, l'Aïol, que ces biens sont inscrits au patrimoine immatériel. Par contre, la convention, c'est la convention de 2003. La convention de 72, qui est la plus prestigieuse, mais la plus difficile à obtenir. Pour vous donner un exemple, actuellement, il y a sur l'ensemble du territoire français 45 biens qui sont labellisés UNESCO. Il y a un seul bien classé mix, c'est le Mont Saint-Michel, qui a effectivement le caractère culturel par l'abbaye et puis le caractère naturel par la belleté du site. Au-delà de cela, il y a 5 biens qui sont 5 biens naturels sur l'ensemble de la France. Un seul se situe sur l'Hexagone, c'est les volcans d'Auvergne qui ont été retenus, ça fait 2 ans de cela. Tout le reste se situe en Outre-mer et un bien en Corse. C'est une candidature qui est une opportunité
extraordinaire pour la Martinique. Et je le dis parce que nous venons après un certain nombre d'élus, après des efforts considérables pour le pays d'accueil du Nord. Je pense notamment aux efforts de Madeleine de Grandmaison qui a porté à bout de bras un certain nombre de projets. Le président Lise également, quand il était président du Conseil général, il y a eu beaucoup de congrès, de colloques autour de la montagne pelée. Comment faire de la montagne pelée un atout de développement? Nous avons toujours suscité une réflexion et nous avons toujours cherché à tirer profit de notre drame de 1902. Or, avec cette candidature, nous avons une réelle opportunité, puisque ce n'est pas moins de 25 millions d'euros pour un projet de développement. C'est vrai que nous avons tous à l'esprit la lisibilité internationale. Et quand vous regardez les émissions, par exemple récemment sur TF1, on aura une émission très prochainement qui s'appelle Échappée belle, c'est ça? C'est ça? Voilà. Il y a beaucoup de chaînes qui s'occupent aujourd'hui et qui sont intéressées par la mise en valeur de notre bien et qui nous accompagnent. Ce qui veut dire qu'il y a même des Américains également qui vont venir en tournage. Ça veut dire que la lisibilité a commencé. Jean-Rémy Villageois, qui est le directeur du port, est allé à Hambourg, en Allemagne, et en Angleterre. Il a vendu, je dirais, le label UNESCO de la montagne pelée et des pitons. Ça booste, même pour la croisière, ça booste notre destination. Donc, nous n'avons pas, là, en matière de visibilité internationale, de souci à nous faire, c'est entre 40 et 60% de visiteurs en plus. Donc, chers collègues du CMT, président du CMT, nous avons une carte à jouer sur ce secteur qui est celui du tourisme, à mettre en place des formations. Et j'en viens au projet de territoire, parce que si effectivement c'est un projet de territoire, ça veut dire que nous allons monter en puissance, monter en compétences également, et quand on monte en compétences, il faut qu'il y ait les formations, parce qu'il n'est pas question qu'on puisse développer un territoire et que ce soit d'autres qui puissent profiter, alors que la jeunesse du Nord est déjà victime de la fracture territoriale, et nous subissons de plein fouet dans le Nord l'exode rural, et on voit bien qu'au-delà même de l'exode rural, 4000 Martiniquais, jeunes Martiniquais quittent le pays. Donc ce projet, qui est un projet de territoire, un projet structurant, nous devons anticiper et mettre en place des formations grâce à l'Institut de formation au métier d'environnement que le parc met en place, et également des formations en matière de développement touristique, ne serait-ce que sur ces deux secteurs. Donc c'est pour cela que je voudrais, avant que nous puissions entrer dans le nanan, dans le cœur même du dossier, comprendre les enjeux pour la Martinique, c'est ce label UNESCO. Et c'est pour ça que je lance un appel pour que toutes les associations, tous les clubs services, tous ceux qui s'occupent de biodiversité, d'environnement, tous les élus, de tous bords politiques, que nous puissions faire peuple derrière ou à côté de cette candidature, parce que nous avons une étape à jouer devant les instances internationales, puisque la décision doit être prise, certes, avant le 31 janvier 2020. Le président de la République va retenir notre dossier, vraisemblablement, puisque c'est l'avis et le choix de 3 ministères, ministère de la Transition écologique, ministère de la Culture et ministère des Affaires étrangères, qui ont donné un avis favorable pour que ce soit notre dossier qui soit retenu par le président de la République. Donc, cette étape, une fois que nous avons franchi, le président de la République va déposer le dossier de la France, un dossier, une candidature par État membre, devant les instances internationales de l'UNESCO. In fine, en juillet 2021, le jury international va se réunir pour décerner ou pas le label UNESCO. Voilà ce qui nous attend. Nous sommes sur 2 critères. Un critère, on était très attendu là-dessus, c'est le critère biodiversité. Pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Convention 72, il y a 10 critères et il faut être
éligible sur au moins un seul critère. Nous sommes sur 2 critères, puisque nous sommes allés à l'encontre de la volonté et de l'avis du Comité français au patrimoine mondial, qui a estimé qu'il y avait déjà suffisamment de volcans inscrits au patrimoine mondial. C'est vrai, sauf que nous avons eu raison avant tout le monde. Nous avons insisté en 2018 pour que le critère 8, géologie, volcanisme, soit également retenu. Et je vous explique rapidement. Ce critère 8, la Martinique, c'est la seule île de tout l'arc des Petites Antilles à être issue de 3 arcs volcaniques successives. La Guadeloupe, c'est 2, les autres pays de la Caraïbe, c'est généralement une ère ou 2 ères. La seule île. On connaît tous la constitution géologique de la Martinique à partir de la Caravelle et de Sainte-Anne, plus de 25 millions d'années, si on remonte, et ensuite le centre de la Martinique et les volcans du Nord qui sont apparus dans la dernière ère volcanique. Du point de vue géologique, c'est une exception. Mais du point de vue de la biodiversité, nous avons sur notre territoire, sur un seul lieu, un niveau d'endémisme extraordinaire. Toutes les espèces végétales sont concentrées en un seul lieu, sur un seul territoire, sur le territoire du bien martiniquais. Et cela, c'est quelque chose que l'on rencontre dans aucune autre île. Toutes les études comparatives l'ont démontré. Dernier point qui est important, on sait bien que nous avons un niveau d'anthropisation et d'urbanisation important dans toutes les Petites Antilles. Nous avons pu, grâce au piton du Mont Conil, qui est situé au nord de la montagne Pelée, conserver une forêt primitive qui existait déjà à l'ère précolombienne. Ça veut dire que les Amérindiens, quand ils ont quitté le fleuve de l'Orénoque et ils sont remontés vers l'arc des Petites Antilles, ils ont trouvé une forêt. Et cette forêt, elle existe toujours. Donc, ce n'est pas Pierre-Christophe Colomb qui sortit, qui découvrait Martinique. Ils avaient déjà découvert cette forêt-là. Et cette forêt primitive a un niveau d'endémisme, là encore, exceptionnel. Donc, nous avons, dès 2016, en octobre 2016, validé la valeur universelle exceptionnelle du bien martiniquais. Ensuite, en 2017, on a défini le périmètre et on nous a demandé d'abandonner, et je le dis pour les collègues qui sont dans le sud, d'abandonner les massifs volcaniques du sud de la Martinique, Mont-Champagne, Mont-Jacqueline, Mont-Larcher, tous ces massifs-là, pour des raisons bien simples, c'est que nous aurions eu des difficultés à pouvoir démontrer notre capacité à gérer ce bien. Et ça nous ramène en 2018, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bien dont la valeur universelle exceptionnelle soit reconnue, il faut être en mesure de démontrer qu'on est en capacité justement de gérer ce bien et de le préserver et de le mettre en valeur. C'est la dernière étape que nous avons franchie en 2018. Alors, vous me direz, et c'est la question que la plupart des journalistes posent, mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2018, on ait été recalé et en 2019, on ait été retenu? La réponse est claire. 2 choses. Premièrement, nous arrivons à un niveau, bon, les dossiers, c'est 1100, 1500 pages. Ce n'est pas là-dessus. Une fois que les dossiers, la complétude du dossier est acquise et que la valeur universelle est reconnue, c'est du lobbying. Nous avions face à nous, l'an passé, le maire de Bordeaux, président de... il était l'espace urbain là, de Bordeaux, c'est la communauté urbaine, mais ça a été transformé en métropole. Face à nous, Alain Juppé, qu'on ne présente plus, en tout cas au Conseil constitutionnel peu de temps après, et également le président de la Charente-Maritime, du département de Charente-Maritime, Dominique Bussereau. Il y a un lobbying extraordinaire qui se fait. Et ce lobbying a été favorable au phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde, qui a été retenu parce qu'ils étaient déjà sur la liste indicative depuis 2002. Nous sommes depuis 2014. Deuxième point important, on n'a pas, qui explique l'échec entre guillemets de 2018, c'est que nous avons eu, Président, nous avons eu raison trop tôt. Et je m'explique. En 2019, il y a eu un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui sort ce rapport et qui dit qu'il y a une lacune au niveau de l'UNESCO et que le seul type
de volcan qui manque dans le classement UNESCO, c'est le type péléen. Or, le type péléen, c'est celui qui est issu des recherches et des travaux d'Alfred Lacroix après les éruptions de 1902. Or, ce rapport est sorti en 2019. 2019 aussi, nous avons pu obtenir le label Forêt d'exception, c'est un label national pour les forêts des volcans, des pitons et de la montagne pelée. Label national, un club très fermé, il y avait 53 candidats, 13 ont été retenus, et sur toute l'outre-mer, une seule candidature a été retenue, c'est celle de la Martinique, et le label a été décerné au président du conseil exécutif en juillet 2019. Donc voilà, Président, nous avions tous les atouts. Maintenant, face à nous, nous avions cette année la Maison Carrée de Nîmes et la Baie des Anges de Nice, portée par le maire de Nice, Christian Estrosi, avec le lobbying continu. Il a choisi comme président pour porter la candidature l'ancien ministre de la Culture, Alagon. Donc, vous voyez bien que même à ce niveau, le lobbying continue, mais nous avons bon espoir que le président de la République va choisir, ira dans le même sens que l'avis du Comité français au patrimoine mondial. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire sur cette candidature. N'oubliez pas, c'est une candidature de la CTM et de l'État, ce qui explique que la présence des préfets, puisque en 2016, ce n'était pas le même préfet, mais le préfet de Martinique faisait partie de la délégation pour pouvoir défendre au nom de l'État notre candidature. Il l'accompagnait et je représentais le président du conseil exécutif pour que la collectivité, effectivement, accompagne son projet. Le projet est porté par le parc naturel de la Martinique au nom de l'État et de la CTM. Donc c'est vraiment une candidature CTM qu'on ne puisse pas s'y méprendre. Dernier point, quand nous sommes sortis de l'audition, le préfet a dit « Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous ont charcuté ?» Parce que pendant 2 heures, les membres du jury, qui sont des experts, qui connaissent mieux la Martinique, toute la biodiversité que nous tous réunis dans la salle, ce sont de véritables experts qui vous posent des questions sur la continuité écologique entre les pitons et la montagne, et qui vous disent aujourd'hui d'abandonner, comme ils n'ont pas trouvé de continuité géologique écologique entre les deux, donc d'abandonner les pitons. Donc on est revenu sur, heureusement, notre critère 8 pour démontrer qu'il y a une continuité géologique, et c'est de cette géologie que naît toute la biodiversité que l'on trouve dans la zone. Donc il y a eu là des débats sur, notamment sur les espèces exotiques et invasives, sur le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité. Mais toutes ces questions, on avait déjà les réponses dans le dossier, donc nous envoyons à chaque fois les membres du jury à l'épais travail qui a été fait. Du point de vue de la géologie, nous avons été accompagnés par l'Institut physique du Globe de Paris avec son directeur, le professeur Chaussidon, et le professeur Boudon, qui est une sommité au niveau de la volcanologie actuellement mondiale. Donc voilà, chers collègues, les informations, les précisions que je voulais vous apporter, et nous avons tous, collectivement au niveau de la CTM, à être très fiers de cette candidature, en espérant que l'ensemble des Martiniquais, pas seulement les maires, mais les associations concernées par ce projet puissent nous accompagner. Un exemple, la commune de Robert, qui n'a rien à voir avec le périmètre, a pris une délibération, je dis ça en face du collègue, en faveur de cette candidature. Voilà, chers collègues, avec beaucoup d'enthousiasme, mais je dirais beaucoup d'objectivité également, nous avons une opportunité pour un développement économique du Nord. Saisissons cette opportunité et mettons-nous en notre projet UNESCO. Merci en pile. Merci, collègue. Est-ce que le rapporteur veut ajouter quelque chose? Bon, donc le rapporteur invite au vote, un vote dans l'enthousiasme, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Abstention. Donc, c'est un vote qui est à l'unanimité et c'est très bien. Donc, il y a 4 dossiers concernant des acquisitions d'emprise. Je demande au
rapporteur de nous les présenter en un paquet de 4 et nous allons faire un seul vote sur les 4 pour toujours aller au plus vite. Président, on peut très bien comprendre comment notre dossier a été défendu et c'est pour ça qu'on a applaudi notre collègue Boutrin. Voilà. Merci à lui. Donc, les 4 rapports. On commence par le numéro 50. Très simple. Il s'agit de l'acquisition d'une emprise pour l'exécution de travaux routiers. Ça se situe du côté du Robert, section mansarde maternité dans le cadre des travaux d'extension de voirie. L'emprise est de 25 mètres carrés. L'évaluation des domaines, c'est 80 € le mètre carré. Donc, calcul rapide, ça fait 2000 €. Et les vendeurs, les propriétaires sont OK pour ça. Rapport numéro 51. Il y a à la fois des questions d'emprise, mais également des questions d'indemnisation. Et par conséquent, donc, c'est l'ensemble de tout cela qui vous est proposé sur un site qui est tout à fait différent, puisqu'il s'agit du quartier Boubois au Carbet, à la suite eh bien des ordres qui sont intervenus sur la route qui est dans ce secteur et qui a amené évidemment à des interventions de manière à permettre l'accès aux personnes du secteur sans difficulté. Alors, la récapitulation donne pour l'emprise proprement dite un montant. Alors, nous ne sommes pas sur les mêmes valeurs unitaires, évidemment. Là, on est sur du rural de la commune du Carbet-Mornevert. Donc, pour l'emprise foncière proprement dite, il s'agit de 1079 €. Ensuite, il y a des indemnités qui sont liées à l'opération, puisque c'est un secteur où se pratiquent des activités agricoles. Alors, une zone de pâturage pour 108 €, des bovins qui évidemment n'auront plus l'espace pour pouvoir, je dirais, produire et prospérer, donc pour 40 000 €, des indemnités pour dommages liés aux travaux pour 10 000 €. Alors, le total de tout ça, eh bien, ça fait un montant de 51 187 €. Tout ceci, évidemment, est convenu avec le propriétaire. Alors, il y a également donc une autre opération, alors qui concerne cette fois-ci des parcelles du côté de la commune du Robert toujours, au lieu dit Augrain, la RN 1, régularisation d'une emprise foncière de 309 mètres carrés. Bon, tout ceci encore se fait sous l'empire des appréciations des domaines, avec un montant de dépenses d'acquisition foncière qui s'établit à 12 360 €. Et puis, le fait de pouvoir, évidemment, donner le feu vert au président pour qu'il puisse procéder aux actes, à la signature des actes correspondants. Et enfin, une opération, alors toujours concernant la RN1, mais cette fois-ci le carrefour Sarro, avec l'intervention au niveau d'un rond-point pour en permettre l'utilisation par des véhicules de certains gabarits. Il y a une acquisition d'une emprise foncière de 101 mètres carrés pour un montant, là aussi fait sous contrôle des domaines, évalué à 1 590,50 € et pareillement le feu vert, le mandat au président pour pouvoir procéder à la signature des actes correspondants. Voilà, Monsieur le Président, ramené à l'essentiel, l'objet des 4 rapports à dimension foncière qui vous sont présentés. Donc j'interroge la commission BTP équipement. Pour toutes ces acquisitions. Commission des finances. L'avis est favorable. Qui veut intervenir?
Sinon, nous passons au vote tout de suite sur ces 4. Oui, collègue Martine. Ouais, juste pour dire ma satisfaction s'agissant du dossier 51, puisque suite à glissement de terrain au niveau du quartier Bout-de-Bois, j'avais interpellé à la fois le conseil exécutif Le Boutrin, également le conseil exécutif Marie-Sainte, sur ce dossier. Et aujourd'hui, je suis très satisfait quant à l'aboutissement de ce dossier, puisque nous voyons que les emprises inhérentes à ce dossier aujourd'hui prises en compte pour effectivement rétablir la circulation au plus vite, ce qui, à mon avis, va dans le sens de la demande très forte qui a été formulée par un certain nombre de riverains. Donc je me réjouis que ce dossier ait aujourd'hui un cours très favorable. Merci. Donc nous passons au vote. Il n'y a pas de contre, pas d'abstention, donc adopté à l'unanimité. Avant que le conseiller Miguel Aventure quitte la tribune, je veux qu'il nous présente le document qui devait nous projeter là, sur les fonds européens, compte tenu de la nécessité pour nous d'aller au plus vite, vu la situation que vous connaissez, il va vous faire parvenir le document. Voilà. Alors l'idée est de faire partager l'information par tout le monde. Alors d'autant plus que une collègue, je crois que c'est Koura Bernabé, qui a rappelé l'engagement que nous avions pris de tenir informés en plénière les membres de l'Assemblée des avancées au fur et à mesure de l'exécution. Donc nous avons le document, mais je pense qu'effectivement sa transmission constitue une modalité qui permettra à chacun de se trouver informé pleinement. Voilà. Donc je remercie le conseil exécutif L'Aventure. Je demande au collègue Marie-Sainte de nous rejoindre. Il a 2 questions à nous présenter. La première, c'est la question 54. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la CTM et l'IMFPA. Et c'est pour la mise en œuvre du dispositif LAREL. Merci, Président. Alors, je vais résumer. Le titre résume déjà. Alors, il s'agit de vous présenter un contrat d'objectifs et de moyens à passer avec l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adultes. C'est pour la mise en place d'un dispositif intitulé Pôle éducatif pédagogique socio-professionnel, PEPS, appelé l'AREL. Si vous permettez, de faire un certain nombre de monde qui prend l'AREL dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion par voie de conséquence. Et cela concerne le secteur nord de la Martinique. C'est pour la période de janvier à décembre 2019. Alors, le dispositif de l'AREL, qui vise à accompagner les jeunes du nord de la Martinique, et c'est une catégorie de jeunes que les Européens appellent les NITS, qui sont en plus très éloignés de l'emploi et qui sont dans une démarche d'inclusion sociale ou d'insertion professionnelle. Il s'agit de leur permettre par des actions, par la mise en œuvre d'actions d'accompagnement renforcées, éducatives, pédagogiques, socio-professionnelles. La finalité du dispositif étant la socialisation du jeune, préalablement à une démarche de formation ou d'insertion, et ce en conformité avec l'article 1 du contrat de service public qui est joint à votre dossier. Et je le rappelle, la CTM confie à l'IMFPA la mise en place de parcours individualisés et sécurisés de formation professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d'un projet professionnel mais ayant besoin pour le réaliser d'un accompagnement pédagogique, logistique ou social. Alors on peut se demander pourquoi simplement dans le Nord. C'est tout simplement parce que
Pour le secteur centre et le secteur sud, nous avons déjà passé des contrats, des conventions avec 2 organismes, mais qui ont un autre label, c'est le label École de la deuxième chance. Nous avons donc une école de la deuxième chance pour le centre et une école de deuxième chance pour la région de l'espace sud. Donc il s'agit de cette partie du nord où il n'y a pas d'école de la deuxième chance, de confier la mission à l'AREL. Donc je rappelle que le public visé par le dispositif est celui des jeunes sans qualification, sans emploi, dits NEETs, qui sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation, qui sont inactifs, parfois décrocheurs, déçus, démotivés ou contrariés par l'expérience institutionnelle conventionnelle, éducation, formation professionnelle ou emploi. Les critères requis pour intégrer le dispositif sont les suivants. Être âgé de 16 à 25 ans. Être inscrit à Pôle emploi. Être sorti du système scolaire depuis au moins 18 mois. Présenter un parcours d'éducation, de formation ou professionnel inachevé et avec ou sans qualification. Présenter ou pas une problématique d'illettrisme. Souhaiter s'insérer dans la vie active. La durée et les modalités d'accompagnement. La durée moyenne de parcours au sein de l'AREL est de 6 mois, qui peut être prolongée de 8 mois après décision d'une commission, en cas de bilan non concluant. Les entrées et sorties du dispositif sont permanentes et l'effectif moyen par promotion est de 10 stagiaires. L'effectif total que nous avons convenu avec, dans les réunions préalables avec l'IMFPA, c'est de 140 jeunes maximum. L'accompagnement des stagiaires se décline en plusieurs phases. Une première phase qui est la phase de recrutement, qui va durer, le recrutement initial, qui va durer 1 mois, et qui comprend un positionnement initial et la mise en place des premiers ateliers pédagogiques, français, mathématiques, anglais, informatique, sport, c'est les matières de base, et la réalisation de bilans conjoints avec le stagiaire. Et deuxièmement, le recrutement définitif pour une période de 5 mois, correspondant à une période d'acquisition, de consolidation, et il s'agit de redynamiser les jeunes stagiaires à travers divers ateliers éducatifs, artistiques, culturels, pédagogiques, et de réaliser les immersions dans les différents environnements professionnels. Pour chaque jeune, il y a un référent unique tout au long de la durée de son parcours, et ceci dès le recrutement initial, et ceci en étroite collaboration avec l'équipe de psychosociopédagogique qui accompagne le jeune stagiaire dans sa progression individuelle. L'évaluation des acquis étant faite en continu. Quatrièmement, c'est la validation des parcours. La fin du parcours est sanctionnée par une cérémonie durant laquelle l'attestation de fin de formation et le portefeuille de compétences lui sont remis. Un livret d'apprentissage capitalise les compétences acquises en lien avec la mise en niveau et l'immersion en entreprise. Le jeune est ainsi suivi jusqu'à 18 mois après la fin du parcours. Le parcours fait à l'AREL. À l'issue de ce parcours, le jeune doit être en capacité d'intégrer une formation d'un établissement scolaire, s'il a l'âge, ou dans un emploi. Financement, le budget pour l'année pleine est de 300 000 €. Vous avez les documents, ce budget prévisionnel en annexe. Un projet de convention de partenariat est établi à cet effet et prévoit dans son article 6 les modalités du versement de cette dotation. Alors, au regard des éléments présentés, vous êtes invités à vous prononcer sur la mise en œuvre du dispositif PEPS-LAREL par l'IMFPA, le financement de ce dispositif à hauteur de 300 000 € pour la période 1er janvier au 31 décembre 2019, la signature d'une convention de partenariat avec l'IMFPA. Et vous êtes invités à donner mandat au président du conseil exécutif pour signer la convention en partenariat avec l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adultes, relatif à la mise en place du dispositif PEPS-LAREL. Alors, avis de la commission formation professionnelle.
La commission formation professionnelle, bien évidemment, a émis un avis favorable. Commission insertion. Avis favorable, Président. Finance. Avis favorable. Qui demande la parole? Oui, collègue Couturier. Bonsoir, chers collègues. Je crois que, avec la situation qui règne dans notre pays, par rapport à ceux qui sont éloignés de l'emploi et de l'insertion, l'initiative ne peut qu'être encouragée. Je dois dire que le plus souvent, ça arrive à ce que les jeunes, quand ils doivent entrer, ils doivent se préparer pour aller soit entrer dans des concours, dans des formations. Il n'y a pas cette structure de prépa permettant au fait qu'ils soient vraiment dans la règle de l'emploi. Je crois que tous, nous avons entendu que mardi dernier, il y a eu au quartier Pelletier quelque chose qui s'est passé. 2 familles, encore une fois, oui, 2 familles sont en situation d'attente et de détresse parce qu'il y a celui de 23 ans où j'ai eu les parents tout à l'heure là qui n'attend pas grand-chose. S'il survit, il sera dans une situation particulière, donc on rejoindra la liste de nos enfants en situation de handicap. Le deuxième individu, donc l'autre jeune qui a été déposé devant l'hôpital de Mango-Vulsin, déposé devant l'hôpital, montre que la situation de notre pays nécessite que nous prenions à bras-le-corps la situation de notre jeunesse, mais aussi les secouer, puisqu'il faut qu'ils en veulent. Comprenez bien que parfois on a envie de faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas envie, c'est comme on qui dit, bœuf qui passe soif, pas abré. Donc il faut qu'on puisse susciter l'envie chez eux. C'est pour ça que je pense qu'une telle situation est extraordinaire, mais parfois, et je prends l'exemple toujours de l'IMFPA qui a organisé sur le Goumon le 16 septembre dernier et 19 septembre dernier 2 réunions avec l'IMFPA pour des jeunes qui devaient entrer en formation, et ensuite Pôle emploi, toujours dans la même dynamique, pour accompagner ces jeunes. Et qu'est-ce que nous avons observé pour le nombre de jeunes qui allaient participer à cette formation? Madame la Présidente, elle a pu en témoigner. Eh bien, on a vu assez rapidement qu'il fallait organiser un moyen pour qu'ils puissent arriver sur le lieu de formation. Donc ça aussi sont des éléments qu'on doit prendre en considération, et je profite pour dire que dans cette dynamique, cette démarche, est-ce qu'il ne faudrait pas penser, parce qu'ils sont au nord, même si nous sommes en train d'organiser le transport sur le nord, bien, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'avec Martinique Transport, mettre un service spécial avec les sociétés qui sont retenues pour qu'ils puissent acheminer, emmener ces jeunes vers le centre, le lieu de formation. Donc, président de commission et chers collègues rapporteurs, je crois que c'est avec plaisir. Et l'évaluation pour ces 40 jeunes, à un moment donné, donc on doit le faire pour voir au fait sur quoi ça a débouché, comment, et comment les accompagner toujours, puisqu'il y a d'autres, je suppose que ce dispositif va être renouvelé. J'aurais aimé effectivement dans les 5 mois qu'ils ont acquis la formation nécessaire, prêt à entrer soit en apprentissage ou dans d'autres écoles comme tu as dit. Mais parfois on constate que ce n'est pas toujours évident, puisque je me dis, est-ce que parfois il ne faut pas créer des structures de prépa? Est-ce que ce dispositif LAREL n'est pas aussi une manière de faire du prépa pour eux et pour qu'ils puissent soit fin prêt pour quand ils entrent dans des formations, eh bien, ils soient au diapason. Collègue Duverger. Nous soutenons chaque fois qu'il y a une formation, prépa ou mise au travail. Ça veut dire que sensibiliser des jeunes avec le travail. Parce que la situation de chômage, ce n'est pas simplement le fait qu'on ne travaille pas, c'est le fait que le dimanche,
et le lundi se ressemblent. Ça veut dire qu'on ne se lève pas un matin pour aller quelque part, s'habiller, revenir. Il faut de contact, et puis le contact avec le monde professionnel favorise un peu qu'on fasse de la formation. Mais en fait, tout ça, ce sont des paroles. C'est très bien de mettre en place des actions, peu importe avec la structure. Je voulais simplement demander, le projet nous est présenté aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui pour 6 mois? Ou bien est-ce qu'il est déjà en cours et nous signons en retard parce que ça semble finir en décembre? Si ça finit en décembre, nous sommes déjà en novembre. Donc, quelle est la date de départ et puis la date de fin qui est prévue? Mais en fait, ce n'est pas un refus. Si ça devait démarrer, on ferait démarrer de décembre peut-être à mai. Mais le projet nous est présenté aujourd'hui. On avait la possibilité, s'il le faut, de changer la date, quoi. Comme si on va voter un truc sous 6 mois qui est presque fini. Voilà ce que je voulais dire. Collègue Carius. Alors, je me réjouis que cette convention, de cette proposition de convention, en espérant que l'Assemblée retiendra la proposition. Alors, le dispositif LAREL, le rapporteur l'a dit, ça porte son nom, remettez les jeunes en disant LAREL là. C'est un dispositif qui dure 6 mois. Le jeune a un parcours de 6 mois maximum. Ça peut être prolongé puisque ça dépend du profil du jeune. Ce qu'il faut noter dans ce dispositif, c'est que compte tenu du fait que la convention est proposée avec l'IMFPA, nous avons effectivement tenu compte de l'éclatement du Nord. Et je dois profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des maires du Nord qui ont bien voulu contribuer à la mobilisation des jeunes sur leur territoire. Il y a des exceptions, de rares exceptions, je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Je dois remercier bien sûr le maire du Gros-Morne qui a organisé avec ses services une réunion avec les jeunes de son territoire. Je dois remercier le maire de Case-Pilote qui spontanément nous a proposé une salle à Case-Pilote pour rencontrer les jeunes, non seulement de Case-Pilote, mais des jeunes de tout le Nord Caraïbe. Nous avons vu des jeunes venir de Saint-Pierre, du Morne-Rouge, du Carbet, de toutes les communes de la côte pour rencontrer les services de l'IMFPA, des services de la mission locale qui coordonnaient, de façon à ce qu'ils soient positionnés sur le dispositif. La même opération s'est déroulée sur le Nord Atlantique. Là, je dois remercier le maire du Lorrain qui spontanément a mis à notre disposition une salle à l'hôtel de ville du Lorrain où nous avons pu rencontrer des jeunes qui sortaient de Grand-Rivière. Alors, à mi-chemin entre Grand-Rivière et le Robert, et nous avions des jeunes de Grand-Rivière, de toutes les communes du Nord et les jeunes du Robert. Le but, c'est de positionner ces jeunes pour le centre de Trinité. Donc, ils sont accueillis sur le Nord Caraïbe à Pointe-de-Jam, puisque c'est là que nous avons un site, et sur le Nord Atlantique à Trinité. Ils sont accueillis. Alors, le premier mois, c'est un mois de resocialisation, de remobilisation, de travail sur le projet professionnel. Et à partir de la 6e semaine, ils commencent à revoir un peu les savoirs de base, à faire de la culture, la découverte des métiers, de façon à ce qu'ils puissent, et ça l'avantage que nous avons au niveau de l'IMFPA, c'est qu'ils peuvent suivre un parcours qui va les conduire de la préqualification voire la qualification, c'est-à-dire l'obtention d'un titre professionnel en fonction du métier qu'ils choisiront. Et puis, bien sûr, nous pouvons à l'IMFPA les réorienter parce que la formation qu'ils souhaiteraient suivre ne se déroule pas à l'IMFPA, donc nous avons le devoir de les orienter vers un autre centre de formation, y compris qu'ils reprennent un cursus scolaire en formation initiale, puisqu'ils ont encore l'âge. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce dispositif qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai entendu ce matin dire que nous contribuons à l'augmentation du chômage, nous avons réduit les dotations
de la formation. Là, la proposition de convention vient justement tordre le cou à tous ces propos qui ont été tenus et nous continuons notre travail avec les jeunes. La formation professionnelle est pour nous un levier du développement économique, même si on ne le voit pas concrètement. Nous sommes dans le factuel, nous ne sommes pas que dans les chiffres, nous sommes dans le factuel et vous en avez la preuve. Bien, y a-t-il d'autres questions? Sinon, je passe la parole au rapporteur pour ses conclusions. Oui, je vous remercie. Une partie des réponses ont déjà été données par la présidente de la commission de formation, qui est en même temps la présidente de l'IMFPA, notre partenaire. Alors, d'abord, pourquoi ça n'arrive que maintenant? C'est que nous avons voulu co-construire un dispositif. Ça a pris beaucoup de temps pour de discussion entre les services de la CTM et ceux de l'MFPA pour qu'on soit bien d'accord sur ce que l'on veut faire. Parce que j'avais déjà annoncé ce dispositif lorsque j'avais présenté ici le contrat de service public passé avec l'IMFPA. J'avais déjà dit que nous aurions eu un dispositif particulier pour les jeunes qui ne peuvent pas d'emblée entrer dans un parcours de formation. Donc, mais il fallait bien définir ce que nous voulions. C'est la première chose qui fait que nous présentons le dossier aussi tardivement, mais si vous entendez bien Madame la Présidente Carius, vous voyez que la démarche a déjà commencé. Nous avons également noté qu'il y avait en réalité deux nords dans notre pays. On a parlé de la montagne Pelée et de la chaîne des Pitons. En fait, il y a le nord Atlantique et le nord Caraïbe. Et même le dispositif de transport, parce qu'il y a une collègue qui a fait allusion au problème du transport, vous voyez même le schéma de transport, il y a un transport nord Caraïbe et j'espère prochainement, parce que ça a été annoncé par Martinique Transport, un transport nord Atlantique. Donc il fallait également trouver des lieux d'accueil au nord Atlantique. Alors, comme dans les locaux que nous avons mis à disposition de l'IMFP, il y a Trinité, qui est en plein Nord-Atlantique. Donc, les jeunes qui habitent dans les communes Nord-Atlantiques seront accueillis à Trinité. Et ceux qui habitent sur le Nord-Caraïbe, bon, nous avons regardé le patrimoine bâti que nous avions là. Nous n'avions qu'une seule possibilité, c'est à Chelcher. C'est à la Pointe de Jaham, dans les locaux. Et là, nous avons réservé un bâtiment où on va accueillir les jeunes. Mais en même temps, la présidente vous l'a dit, et m'en avait déjà rendu compte, les maires des deux zones de la Martinique ont collaboré en mettant à la disposition des locaux, ponctuellement, qui ont permis d'accueillir les jeunes pour limiter, évidemment, la distance qu'ils ont à parcourir pour aller jusqu'au lieu où on leur porte les informations. Deuxièmement, la volonté politique que nous avons, en tout cas c'est ce que nous conventionnons, c'est qu'il faut donner la possibilité à chacun, quel que soit son niveau, d'entrer dans un parcours de formation. Et nous avons demandé à l'IMFPA de ne pas le relâcher dans la nature tant qu'on n'a pas amené jusqu'à une qualification professionnelle. Évidemment, si le jeune veut bien. Donc, il va être préparé, parce que derrière, après l'AREL, l'IMFPA a une autre particularité, c'est un dispositif qui s'appelle la PA 2 pays. C'est une permanence d'accueil, d'accompagnement pour la préparation à la perfection et à la performance individuelle. Là aussi, c'est un lieu d'accueil de manière que tous les Martiniquais qui ont besoin de formation pour pouvoir avoir une insertion professionnelle, nous avons estimé que la CTM a le devoir, l'obligation même, de leur donner cette deuxième chance. Alors, donc, tout ça participe à un ensemble. Donc, voilà le point sur lequel je voulais insister. Mais effectivement, j'aurais préféré avoir présenté ce dossier plus tôt dans l'année. Mais nous avons pris un risque, conjointement avec... Enfin, c'est l'IMFPA qui a pris le risque, parce qu'ils ont déjà commencé le travail avant même que la convention ne soit signée. Voilà. Donc, je fais un petit peu d'autocritique là-dessus. Nos services n'ont pas, en tout cas ceux qui collaborent avec moi, étaient assez sont pas assez rapides pour que nous puissions présenter ça plus tôt. Voilà. Nous passons au vote. Il faut que les membres de l'IMFPA... bien sûr.
Oui, explication de vote, collègue Duverger. Juste, parce qu'on va voter, mais je voulais que ça soit clair. Je n'ai pas dit que le dossier est présenté tardivement. J'ai dit que la date de présentation pourrait être la date de départ, ce qui est différent. J'ai été transparent, ça a déjà démarré. Bien, collègues, quels sont ceux qui sont contre? Il n'y en a pas. Abstention. Donc, adopté à l'unanimité. Collègue, tu leur dis de rentrer, s'il te plaît. Et administrateur aussi. Voilà. Donc, nous passons à la question 55, compte rendu de l'exercice de la délégation du président du Conseil exécutif en matière de marché public et d'accord cadre. Bien, alors c'est le devoir de transparence et c'est devenu maintenant une habitude, hein, un rituel. À chaque plénière, nous saisissons l'occasion pour vous rendre compte des décisions qui ont été prises au niveau de la commande publique, comme on dit maintenant. Alors, je vous ai indiqué lors des séances précédentes que nous avons utilisé la méthode de la sédimentation. À chaque fois, le rapport est augmenté de quelques pages. C'est pour avoir un effet cumulatif. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter, de vous soumettre pour information le présent rapport compte tenu de l'exercice de délégation en matière de marché public qui a été confié au président du Conseil exécutif. En application de cette délégation, pour laquelle je dois vous rendre compte à la plus proche réunion, vous trouverez dans les tableaux joints les éléments d'information relatifs au marché public visés par celle-ci, par la délégation, et portant sur la période du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019. Au cours de cette période, les contrats d'achat suivants étaient conclus. 64 marchés à procédure adaptée pour un montant de 3 463 546,15 €. 94 marchés en procédure formalisée pour un montant de 8 629 075,34 € et 83 accords cadres sans mini et sans maxi. Étant entendu que l'accord cadre devant s'exécuter par l'émission de bons de commande ou de marchés subséquents, le montant initial de ce contrat n'est pas connu au moment de la conclusion de celui-ci. Dans la période sus-indiquée, nous avons émis 1055 bons de commande hors marché pour un montant de 2 780 279,59 €, 3 795 bons de commande liés à des accords cadres et des marchés de travaux, de fournitures, de services pour un montant de 151 936 207,91 €. Le total des commandes passées sur la période allant du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019 s'élève à 166 809 108,99 €. Vous noterez que nous avons tenu à mettre l'exhaustivité de toutes les commandes. Et bien noté d'ailleurs qu'il y a un collègue qui a collationné, ça avait l'air de l'intéresser, le nombre de missions confiées et qui étaient accompagnées d'un voyage à tel ou tel élu. En tout cas, c'est le choix que nous avons pris pour qu'il n'y ait plus aucune question qu'on nous poserait quant à la transparence éventuelle ou l'opacité éventuelle. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il n'y en ait plus aucune d'apparente. Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignement complémentaire. Qui demande la parole? Il n'y a pas d'observation, pas de questions. Donc nous pouvons donc considérer que nous avons pris tous acte que le compte-rendu a bien été fait. Voilà. Très bien. Ben, merci. Alors, je voudrais demander une faveur.
Parce que j'ai mobilisé une collaboratrice. Est-ce que je peux répondre à une question orale? Je demande si c'est possible. Au début de la séance, le président avait dit que c'était à la fin de l'ordre du jour. Mais il me semble que Mme Pinville souhaite retirer sa question. Tenant compte des intempéries et de la volonté de tout un chacun de rentrer. Parce que j'avais préparé la réponse. Hein. J'ai demandé de reporter à la prochaine plénière. Ah, d'accord. C'est simplement question de temps. Je suis désolé, j'ai mobilisé la collaboratrice pensant que... Ah ben, sauf si... Donc voilà, compte tenu de la situation des intempéries, effectivement, la collègue a souhaité reporter sa question orale lors de la prochaine plénière. Donc nous sommes désolés. Alors, s'agissant des intempéries, j'avais une communication à faire. Non, parce qu'il ne faut pas se précipiter sur les routes. Ça, c'est la première consigne que je donne. Parce que, tant que la route est barrée, vous libérez trop tôt pour aller encombrer. Il vaut mieux attendre qu'elle soit débarrée. Autrement dit, il veut nous dire qu'on reste ici. Je vous dis ça. Parce qu'au moment où je parle, parce que j'étais en liaison toute la journée. On laisse le conseiller exécutif s'exprimer. Je vous donne de l'information. C'est important ce qu'il dit. C'est une question d'actualité. Nous avons eu, parce que le collègue Adnet a dit une chose que je voulais un peu corriger, concernant la RN5. Quand il est passé ce matin, la RN5 n'était pas encore rouge. Mais oui, mais en mi-journée, voilà les routes qui sont coupées et que les informations qui m'ont été transmises par les services. Alors d'abord, la pluie s'est concentrée sur le secteur Est et le secteur Sud. Par exemple, Rivière-Pilote, tout le bourg est sous l'eau, jusqu'au Lamentin. Toute la partie place d'Armes est sous l'eau. Le grand parking devant le centre commercial est sous l'eau. Sur le territoire du François, la RD 31, Périola-Calbassier, la circulation est interrompue. À Bois-Soldat, la circulation est interrompue. Au quartier Simon-François, situation est interrompue. C'est sur la RN6. Alors, évidemment, je vous donne l'état des routes qui est de la CTM. Hein. La RN1, à Desmarinières, à Trinité. Je ne sais pas si au moment où nous parlons, l'eau est descendue, mais en tout cas, jusqu'à 16 heures, c'était interrompu. Au Lamentin, à Manéiti. À Rivière-Salée, la RN5. Inondation entre Petit-Bourg et Rivière-Salée. Si j'ouvre une parenthèse, nous avions des travaux déjà étudiés, les marchés déjà attribués, qui coûtent 5 millions, pour lesquels nous ne pouvons pas encore démarrer, parce que c'est un travail d'endiguement de la rivière Salée et de 4 rivières qui arrosent un petit peu cette plaine. Le conseil régional avait accepté de réaliser pour le compte de l'État l'endiguement, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore la loi GEMAPI, c'était encore l'État qui était responsable de la protection contre les inondations. Des études ont été menées. Il y avait une promesse de subvention à hauteur de 50%. Nous n'avons pas encore de réponse officielle jusqu'à présent. Donc nous n'avons pas démarré. Nous avons eu des rumeurs qui courent, puisque des échanges entre un technicien de l'État et celui de la CTM qui laissent entendre que la réponse serait négative au prétexte qu'il n'y a pas de PAPI. Le PAPI, c'est le plan d'aménagement et de protection, de prévention des inondations. C'est un dispositif qui a été mis en place par la loi GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de prévention ou de la protection contre les inondations. Le seul hic, c'est qu'au moment où ce projet a été confié à la région, la loi GEMAPI n'était pas encore publiée. Donc, est-ce qu'elle peut avoir effet rétroactif? Mais en plus, s'il doit avoir un PAPI, la loi dit que c'est les communautés d'agglomération à fiscalité propre qui doivent le réaliser, ce plan d'aménagement et de prévention des inondations. Donc nous nous trouvons dans une situation un peu particulière. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'une relance officielle soit faite auprès de l'État pour que nous ayons une réponse officielle pour savoir si les fonds Barnier, qui sont des fonds nationaux pour la protection contre les risques naturels majeurs, nous seront accordés ou pas. Parce que le principe de ces fonds, vous n'avez pas le droit
de commencer les travaux avant l'arrêté d'attribution. Donc, si la réponse de l'État est négative et que l'Assemblée confirme la volonté que ce soit la CTM qui réalise, nous devons trouver des fonds de substitution à ces 2,5 millions qui avaient été promis en 2014, mais qui semblent en 2019, jusqu'à présent, n'ont pas encore été accordés. Donc je voulais dire que s'il est vrai, et je confirme ce qu'a dit le collègue Adnet ce matin, que nous avons fait des travaux, mais les travaux que nous avons faits, c'est sur la route, la RN8 qui part de Petit-Bourg en direction de Rivière-Pilote. Là, nous avons reconstruit un pont, le pont Féral, qui n'était pas inondé, ce qui fait que cette partie de la route, qui habituellement en cas d'inondation était dangereuse parce qu'il y avait un gué, il y a même quelqu'un qui a perdu sa vie là, ce pont n'a pas été submergé. Donc les gens pouvaient aller de Petit-Bourg à Rivière-Pilote sans dommage. C'est simplement à l'arrivée de Rivière-Pilote, un peu avant le cimetière, qui est sur la RN8, le quartier Chevalier, me dit-on, a été sur l'eau une partie de la journée, à l'entrée du bourg. Donc à Rivière-Salée, c'était inondé. À Rivière-Pilote, le bourg, je l'ai dit. Au François, le quartier Presqu'île, inondé. C'est le bout de la RN1, RD6, pardon. Au Robert, le quartier Fou-à-Chaud, la RD29A, inondé. Mais on pouvait quand même passer. C'était inondé sur une seule voie. La RN entre Gachette et Maternité, on pouvait circuler, c'était peu praticable malgré les inondations. De même, quartier Bac à Trinité. Donc je voulais vous faire part de cela. Nous avons eu très peu de problèmes concernant des éboulements et nos services ont pu dégager à la Coulange à Rivière-Pilote. Ils ont pu dégager également Bamango à Rivière-Pilote. Et nous avons un ébouli à la RD28 au quartier du Chêne, qui est un quartier qui est proche de Roche-Carré, au Lamentin. Donc c'est éboulement, mais la circulation pouvait se pratiquer sur une voie et nos équipes sont déjà intervenues. Voilà le petit compte-rendu que je peux vous faire. Évidemment, ma dernière information datait de 16 heures. Eh bien, merci, collègue Daniel Marissette, pour ces informations précieuses. Je passe la parole au collègue. Je veux juste compléter, parce que j'étais en lien avec le PCO établi à Mairie du Vauclin, et la RN6 a été coupée au niveau de Ravine-Plate parce qu'il y avait des arbres et un câble électrique tombé sur la chaussée. Vers midi, EDF est intervenu pour établir la circulation et enlever le câble. Et puis aussi la RD18 au niveau du quartier Neveu, au Vauclin. Donc ces routes, elles sont praticables ou pas? Elles sont praticables ou pas? Alors, RN6 praticable, RD18 praticable, mais sur une demi-chaussée. Voilà. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces informations qui nous appellent à la plus grande vigilance lorsque nous allons donc tous et toutes rentrer chez nous. De toutes les façons, voilà. Je crois que le collègue Barthéléry voulait faire poser une question. C'était juste pour aller dans le sens du conseil exécutif, Daniel Marissette. Effectivement, le quartier Bac à Trinité est inondé en ce moment. Il y a eu beaucoup d'eau et c'est vrai qu'il mérite une attention particulière. Donc je tenais quand même à dire ça puisque le conseiller était déjà informé sur ça. Merci. Bien, je peux ajouter quelque chose. Mais les partis, en tout cas, il y avait des collègues samaritains qui m'ont interpellé, je m'étais promis de leur répondre à partir d'ici, sur les travaux de fauchage sur les routes autour de cette Marie. Alors c'est vrai, à un moment donné, l'herbe était très grande, mais ce que je veux dire à l'Assemblée, à tous les élus, c'est que les services ont prévu les calendriers avec une certaine fréquence. Parce que nous avons des marchés avec les entreprises et il y a un programme qui est appliqué systématiquement. Alors c'est vrai, lorsqu'il pleut dans certaines zones de la Martinique, la pousse évidemment de la végétation est plus rapide. Mais j'informe régulièrement les maires des programmes de fauchage qui a lieu sur leur territoire. Et celui de Sainte-Marie en particulier, eh bien, il y a 2 semaines, nous avons transmis le programme des travaux
d'entretien de curage de bus et d'entretien d'accotements enherbés sur son territoire. Alors peut-être, parce qu'il a été dit que le conseiller municipal sur les réseaux sociaux s'en prenait à la CTM, peut-être que l'information n'a pas circulé, mais j'ai les copies des courriers adressés au maire de Sainte-Marie pour l'informer du programme de travaux que nous devons faire que nous sommes en train de faire sur les RD qui relient les campagnes de Sainte-Marie vers le bourg. Voilà l'information que je voulais passer. Merci. Voilà. Eh bien, merci Daniel Marissette. Pour revenir justement un petit peu plus à l'actualité, je pense qu'il est important aussi de remercier tous les services de la collectivité territoriale qui agissent, qui sont présents sur le terrain pour rétablir la situation, y compris les services du SDIS et toutes celles et ceux, toutes les équipes qui sont dans cette même dynamique. Donc, comme le collègue Daniel Marissette nous a invités à rester tous de manière, comment dirais-je, plus ici, de ne pas partir, pour ne pas nous mettre en danger. Donc, je vais donc demander au conseiller exécutif, Louis Boutrin, de nous présenter. Donc, je voulais dire un mot quand même. Alors, oui. Je voulais simplement dire un mot, remercier pour les informations qui se passent, mais le fait qu'il y ait des problèmes sur les routes ne nous impose pas de rester tard. Sinon, ça remettrait en question la collègue qui enlève son truc pour gagner du temps. Donc, ce cas-là, nous te rejoignons à nous, parce qu'en même temps, elle dit ça, et puis en même temps, on continue. Mais je voudrais dire, j'ai bien entendu ce qu'a dit le collègue Marissette sur un projet avec l'État qui n'a pas eu lieu. Ça sera très difficile pour nous, le combat. C'est un peu comme ça que la ville de Fort-de-France est intervenue sur la rivière Monsieur et la rivière Madame, sans les aides de l'État. Sans les aides de l'État. On nous disait qu'il fallait attendre l'État. Et on avait des techniciens de la mairie là qui peuvent dire oui. Bon. Maintenant, je le dis comme ça, j'écoute le collègue Boutrin. Alors, collègue Daniel Marissette, tu veux intervenir? Collègue Daniel. Madame, je suis un témoin. Bien, je suis un témoin. Je suis contre les déformations de l'histoire. Collègue Daniel Marissette, tu veux intervenir? Je te passe la parole. Est-ce que tu demandes la parole? Voilà. Non, je sais qu'il y a une tendance à réviser l'histoire. Je ne peux pas. Collègue Daniel Marissette. Juste un point d'ordre. Ce n'est pas une menace, c'est simplement, je fais l'effort de rester. Ça fait un petit moment qu'on m'appelle dans ma commune. Je fais l'effort vraiment de rester parce qu'on est déjà arrivé à un stade où je pense que ce serait vraiment bête qu'on revienne pour 2 ou 3 points pour manque de quoi. Mais il faut aussi faire l'effort de nous libérer. Je veux bien qu'il y ait des débats. Ça ne me dérange pas, mais je vous dis que je vais être obligé de partir. Et après, ne dites pas qu'on part parce qu'il n'y a pas de quorum. Je dis qu'on part parce qu'on traîne, on aurait déjà pu finir cette plénière. Alors, le collègue Daniel Marissette, non, collègue Adné, le collègue Daniel Marissette intervient de manière... Non, je passe la parole au collègue Daniel Marissette pour qu'elle puisse intervenir de manière concise et rapide. Merci. D'abord, je vais expliquer. Je suis en liaison, puisque le préfet, le service de la préfecture, nous a fait l'honneur de me mettre dans la liste des personnes à qui on avertit le mode de vigilance. Nous sommes encore en vigilance orange. Vigilance orange, c'est en principe un moment où on ne doit pas circuler sur les routes. On doit attendre de revenir à la vigilance jaune. Bien. Non, je voulais d'abord dire ça. Pourquoi j'ai dit ça de la tribune? Ce n'est pas pour vous garder ici. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs fois, j'entends ce que le collègue dit, pour avoir été témoin. J'ai travaillé pendant 30 ans à la mairie de Fort-de-France, je suis entré en 1974. Je connais tout le combat mené pour l'endiguage de la rivière Madame. Mais celle qui consiste à dire que c'est la mairie qui l'a faite, non. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre est assurée par l'État. C'est vrai, il y avait toute une pression pour que l'État le fasse, et on m'avait même donné un ordre, comme employé, d'aller mettre un panneau sur le pont de l'abattoir pour marquer que cette rivière appartient à l'État. Donc, quand maintenant on vient raconter aux jeunes générations que c'est la mairie qui l'a fait lui-même,
Je dis qu'avoir été témoin historique de cela, je suis toujours pour la vérité. Bon, alors, collègue Daniel Marissette, merci. Je pense qu'il est temps que le collègue Louis Boutrin, le conseiller exécutif Boutrin, puisse présenter ses dossiers pour que, effectivement, nous puissions tous et toutes être libérés. Lucien, la parole est Adnet, à sois rassuré. Louis Boutrin. Bien. Oui, conseiller exécutif. Dossier numéro 56. Alors, c'est une demande de subvention de la ville de Ducos pour la réfection du bâtiment abritant le centre médico-social. Vous avez vu le dossier. Il y a une proposition de délibération également à l'intérieur du dossier avec le nom de Francis Carole, ce qui est normal, puisque c'est un dossier qui concerne le secteur santé, mais il se trouve que l'enveloppe d'aide aux communes relève de mon champ de compétences, donc ce qui explique le fait que je présente ce dossier. Donc, chers collègues, voilà un prévisionnel de 31 600 € avec une demande de financement à hauteur de 12 640 €. Il vous est demandé l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la ville de Ducos de montant de 12 640 € pour refaire le bâtiment qui abrite le centre médico-social de la ville de Ducos. Et bien sûr, de donner mandat au président pour suivre ce dossier. Avis de la commission finances. L'avis a été favorable. La commission santé, est-ce qu'il y a une autre commission qui s'est présentée? Infrastructure, avis favorable. Merci. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? S'il n'y a pas d'observation, simplement pour remercier les collègues et dire que c'est un bâtiment qui présente un danger pour les bénéficiaires, donc on salue cette décision. Voilà. Merci, collègue Narciso. Donc, je mets aux voix qui s'abstient, contre, voté à l'unanimité. Merci. Au rapport numéro 57. Alors, dossier numéro 57, qui est le programme 2019 de travaux en forêt publique en faveur de l'accueil du public et de la sylviculture. Alors, la collègue Bernabé, tout à l'heure, m'avait posé une question sur la sylviculture. Je comptais lui apporter des éléments de réponse. Bon, eh bien, il y a dans ce dossier les éléments de réponse, mais je vais préciser en ce qui concerne la question posée. Pour ce dossier, vous avez deux types de missions qui sont confiées à l'ONF. Ce sont des missions d'accueil du public qui nécessitent effectivement des opérations d'entretien et des investissements sur les aires, sur les sites, sur les sentiers, et également des interventions au niveau de la sylviculture pour exploiter durablement la forêt, notamment pour alimenter la forêt, la filière bois martiniquais avec des essences dites nobles. Pour conduire ces travaux, vous avez deux options de programme. Une première option, proposition qui est faite à hauteur de 2 30 300 € et une deuxième proposition minimale, celle-là, 1 891 915 €. Alors, la différence entre ces deux programmes relève du fait que dans l'entretien des sites et des sentiers, il y a un certain nombre de passages des équipes de l'ONF pour l'entretien, ce qui va augmenter la participation et les coûts. Donc voilà, chers collègues, il vous est demandé de vous prononcer là-dessus. En ce qui concerne la question posée par la collègue, ça a été au cœur des discussions pour la délimitation des périmètres. Il faut savoir qu'un bien UNESCO, il y a 3 périmètres. Le premier périmètre, c'est le cœur de bien. 80% du cœur de bien, en ce qui concerne la montagne pelée et les dômes de lave érigés qui sont les plus hauts au monde, qui s'appellent les pitons. Et je profite pour dire, il n'y a pas que les pitons du Carbet, puisque la question est posée. Il y a d'autres dômes de lave refroidis qui sont des laves érigées et qui, comme le piton du Mont-Conil, le piton Marcel ou le Mont Jacob, qui est une formation de type piton, il y a une délimitation qui a été faite. Le cœur de bien
une zone tampon et puis un cadre distant. En ce qui concerne le périmètre pour les activités de sylviculture, nous avons observé que dans le cœur de Bienne, il n'y a pas d'activité de sylviculture en ce qui concerne la montagne pelée. Par contre, il y a à peine 10% de la forêt qui est exploitée actuellement, qui se situe dans la zone tampon des pitons. Donc, la délimitation a tenu compte du périmètre du bien, a tenu compte justement des activités qui sont autorisées dans la zone tampon. La sylviculture est autorisée dans la zone tampon et nous avons eu des séances de travail avec la DAF, avec l'ONF, avec tous les partenaires, y compris les communes, pour pouvoir délimiter précisément le périmètre de cette zone tampon, tenant compte justement des activités d'exploitation forestière. Merci pour ces précisions. Avis de la Commission Finances. Est-ce qu'une autre commission a été saisie sur ce dossier? Donc, je passe au vote. Qui s'abstient? Est-ce qu'il y a des remarques? Tout à fait. Alors, je mets aux voix avec le collègue Branchi. Qui s'abstient? Qui vote contre? Votez à l'unanimité. Merci, avec la voix du collègue Michel Branchi. Alors, on passe au rapport 58. Modification de la surface d'extension de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Il s'agit, chers collègues, c'est rapide. Chers collègues, on n'a pas le quorum. Branchi, il faut que tu restes. Il faut que tu restes, sinon on sera obligé de revenir. Alors, il s'agit de l'îlet Chancel. Ce dossier est déjà arrivé en plénière. L'îlet Chancel sur le territoire communal du Robert. Nous avons pris une délibération pour l'extension du périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles en avril, le 4 avril 2019. Il se trouve que la superficie qui a été retenue a été faite à partir de documents cadastraux. Or, avec le système SIG, les surfaces ne sont pas du tout les mêmes puisqu'on doit exclure les zones habitées des espaces sensibles, ce qui n'était pas possible tout à fait sur les outils cadastraux, les documents cadastraux qu'on avait, est maintenant possible grâce à ces images SIG, ce qui nous permet d'avoir une vision réelle des surfaces en espace naturel sensible. Donc une diminution, et il vous est demandé, chers collègues, de vous prononcer sur la modification de la surface d'extension de la zone de préemption qui est instituée sur l'îlet Chancel au Robert. Avis de la Commission Finances. La Commission Finances a effectivement porté une attention particulière à ce site qui est emblématique et a émis un avis favorable. Une autre commission s'est-elle saisie? Est-ce qu'il y a des observations? Oui, M. Bellune, comme mon collègue. Non, je vais être très très bref. D'une manière globale, nous saluons cela. D'accord, il faut bien comprendre que nous saluons ça, puisque c'est une mesure qui vise à protéger notre biotope, à protéger notre patrimoine. Par contre, la remarque que je ferai, moi je considère cela comme une étape. Une étape. Parce que ce joyau, ce fleuron de notre patrimoine doit être une propriété du patrimoine martiniquais de toute la Martinique et ne peut pas être la propriété d'un Martiniquais. Il faut qu'on aille plus loin et faire en sorte que ce bijou-là devienne un patrimoine martiniquais. Donc il faut aller plus loin pour faire en sorte de faire entrer cet îlet-là dans le patrimoine martiniquais.
Nous avons déjà commencé à la ville. Et la ville de Aubert, pour information, nous avons pris une délibération récemment pour demander l'expropriation de l'îlet. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que l'expropriation, ce n'est pas la spoliation, puisque quand on exproprie, il y a une valeur qui a été définie par les domaines, on indemnise. Mais lisez bien dans le rapport, il y a une petite phrase qui dit que sur cette île, il y a de l'élevage, et regardez ce que ça fait, ça contribue à l'érosion de cette île-là. On ne peut plus permettre ça, on doit faire en sorte que ce soit dans le patrimoine martiniquais. Merci. Alors. Merci. Attends. Non. Attends, ce qui vient, chers collègues. Jusque pour ça, il n'y a pas d'autres observations dans la salle avant que tu répondes? Voilà. Chers collègues, je salue l'intervention du collègue Bellune sur cette question, parce que les activités d'élevage sont incompatibles avec la préservation de l'iguane, qui est l'iguana delicatissima, qui est l'espèce d'iguane en voie d'extinction, qui existe uniquement en Martinique et uniquement dans cette région. Si nous ne préservons pas l'iguana delicatissima, elle disparaîtra, cette iguane, il disparaîtra de la surface de la Terre. Donc, on a une responsabilité au regard de la biodiversité, mais c'est un patrimoine qui est également historique, puisqu'il y a des vestiges d'une ancienne poterie, et ça a un caractère paysager indéniable au beau mi-temps de la baie du Robert. Toutes ces raisons plaident en la faveur de cette proposition que nous allons pouvoir soutenir. Merci. Alors, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Votez à l'unanimité. Merci. On passe au rapport suivant. Il s'agit d'une demande de modification et d'autorisation de signer une convention pour définir les conditions d'attribution et d'utilisation d'une subvention au groupement de défense sanitaire de la Martinique, le GDSM, pour le financement de son programme d'action au titre de l'année 2016. Chers collègues, il y avait effectivement une première délibération qui avait été prise le 24 janvier 2017. Un acompte de 75 000 € avait déjà été versé en 2017 conformément à la Convention. Il s'agit maintenant de modifier l'article 4 de cette Convention et de faire en sorte que l'erreur matérielle qui s'était glissée dans la rédaction soit corrigée. Donc, il vous est demandé d'accepter la modification de l'article 4 de la Convention comme suit. Je lis, le solde de la subvention sera mandaté au prorata des dépenses réalisées sur présentation 1 du rapport annuel d'activité faisant apparaître l'état des dépenses relatives à l'opération, visé et certifié par le représentant légal du groupement, et 2, ce qu'il y a de plus important et qui manquait, c'est-à-dire l'attestation du commissaire aux comptes qui approuve la réalisation des dépenses de l'opération. Cette partie-là ne figurait pas dans la première convention, donc ce qu'on vous demande, chers collègues, pour que l'on soit conforme et que cette délibération puisse avoir l'avis favorable et passer le contrôle de la légalité, de faire la modification de l'article 4 de la Convention. Avis des commissions pour cette modification? Commission agriculture, avis favorable. Est-ce qu'il y a une autre commission qui a été saisie sur ce rapport? Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Alors, je mets aux voix. Qui s'abstient? Contre? Votez à l'unanimité. Merci. Et nous passons donc au rapport 60. Dernier rapport qui concerne le sport. Il s'agit d'une demande de subvention qui a été formulée par la Ligue de tennis de Martinique pour la réalisation de travaux de rénovation du centre de ligue de la Martinique qui se situe au Lamentin. La somme sollicitée, l'ensemble des travaux est estimé à 1 394 150 €. La CTM est sollicitée à hauteur de 450 000 €, soit 32,28% des dépenses prévisionnelles. Chers collègues, il vous est demandé de vous prononcer sur la proposition d'attribuer une subvention à hauteur de 120 000 € à la Ligue, au centre de ligue de tennis de la Martinique pour la réalisation de ce centre de ligue. Avis des commissions. Commission Finances. Avis de la Commission Finances, Madame Clem Bertolo. Avis de la Commission Finances.
La commission sport a-t-elle été saisie de ce rapport? Elle a été saisie, elle a donné un avis, bien que ça ne relève pas de son périmètre, mais a salué quand même que la Ligue de tennis, c'est quand même une ligue bien structurée et qui a un projet très important. Donc, comment dirais-je, cet ouvrage s'impose. Et le collègue Gangan et moi, nous nous sommes rendus au conseil d'administration de la Ligue et on avait approuvé cette démarche. Donc, c'est un avis favorable qui a été émis. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Ah, l'avis de la commission. Infrastructure a émis un avis favorable. Merci. D'autres commissions? Des observations? Des questions? Donc, s'il n'y a pas d'observation, pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Contre? Voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Nous avons une dernière question, une question orale, qui sera posée par le collègue Catherine. C'est bien ça? Merci. Donc, je vais remercier le conseiller exécutif Louis Boutrin. Et donc, c'est le collègue Francis Carole qui prend la suite. Donc, collègue Catherine va d'abord poser sa question. Très bien, merci, Présidente. Écoutez, c'est une question sur laquelle nous sommes déjà interpellés, puisque attendu qu'il y a donc des dispositions qui ont été prises lors de la plénière du 20 et 21 juin 2019. En fait, nous sommes interpellés par le personnel et les organisations syndicales. Il nous est revenu, après notre question à la plénière du 18 et 19 juillet 2019, que la présidente du COS-PTM aurait saisi le PCE pour solliciter la mise en place des moyens correspondant aux besoins de fonctionnement. Un projet de budget serait adressé au PCE en date du 5 septembre 2019, affichant notamment le tableau donc, des prestations. Alors, voulez-vous nous dire pourquoi ce dossier n'évolue pas et si les agents de la CTM, privés depuis 3 ans de la participation de leur employeur à l'action sociale, vont continuer à l'être et pour quel motif? Quand et comment envisagez-vous de régler cette situation pénalisante pour le personnel qui n'a que trop traîné et s'apparentant à de l'entrave? Voilà donc la question, puisque du groupe Ensemble pour une Martinique Nouvelle à l'attention donc du PCE. Merci beaucoup. Alors, avant que le collègue, le conseiller exécutif Carole n'intervienne, je veux rappeler qu'une question orale n'amène pas de débat. Voilà, donc je donne la parole au conseiller exécutif Francis Carole pour apporter des précisions et une réponse. Oui, je répondrai très rapidement et de manière très précise, mais je répondrai aussi à une des questions qui avait été posée par la collègue Louise Tell, et je m'étais engagé sur Gachette, et je m'étais engagé à y répondre, donc je vais le faire. Alors, concernant les déclarations du collègue Félix Catherine, lorsque Félix Catherine écrit que la collectivité a décidé de confier la gestion au COS-PTEM, élu en avril 2018, c'est une falsification. Que dit la délibération qui a été votée? Ceci est rejeté la proposition pour la collectivité territoriale de Martinique d'adhérer et de confier la gestion des prestations des œuvres sociales du personnel de la CTM au Comité national d'action sociale, le CNAS. En aucune manière, la délibération que vous avez votée ne dit que cette gestion doit être donnée au COS. Donc c'est faux d'écrire cela. Deuxième élément de réponse. Lorsque vous écrivez, collègue Félix Catherine, que, en substance, nous privons depuis 3 ans le personnel de son bénéfice à l'action sociale et que vous parlez d'entrave, vous parlez de situation pénalisante, je suis dans l'obligation de rappeler 3 choses. La première, c'est que s'il n'y a pas de COS, c'est que le COS de l'ancien conseiller général et le COS de l'ancien conseiller régional se sont affrontés et malgré tous les efforts du président du conseil exécutif, du DGS et de moi-même pour essayer de faire en sorte que ces COS se mettent ensemble, cela a été impossible. Deuxièmement, alors que ce n'était pas notre obligation,
nous avons tout fait pour qu'il y ait des élections. Ces élections ont eu lieu et là encore, il y a eu un recours devant la justice, malgré nos efforts. D'autre part, nous avons proposé que de manière provisoire, que nous puissions adhérer au CNAS pour les œuvres sociales du personnel. Cela a été refusé, alors même que la plupart des collectivités ont adhéré au CNAS et que des structures proches de la CTM, comme le campus caribéen ou encore l'Office de l'eau, ont adhéré au CNAS. Alors on ne peut pas aujourd'hui dire, des MFPA aussi, on ne peut pas dire aujourd'hui que la collectivité, et singulièrement, je vois que vous visez le conseil exécutif, eh bien, refuse de créer les conditions pour que les personnes puissent avoir droit aux œuvres sociales. Donc ce n'est pas de la responsabilité de la collectivité. Ensuite, autre point que je voudrais aborder. Vous nous dites qu'est-ce que nous attendons pour donner l'argent au COS qui contesté qui est en place, mais dont je ne nie pas l'élection. Eh bien, monsieur Félix Catherine, ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un COS qui est une association loi 1901, avec lequel nous n'avons aucune convention, qui fait son budget, qui dit nous avons besoin de tant de millions, et la collectivité serait dans l'obligation de lui donner cet argent. Je rappelle ceci. Le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer le montant qu'elle entend consacrer à l'action sociale, ainsi que les modalités de mise en œuvre. C'est-à-dire que la collectivité est libre de décider du montant et des modalités. Donc, un COS ne peut pas nous dire « je veux tant » et la collectivité donne tant. Il faut une convention, il faut une délibération de la collectivité. Ensuite, la collectivité a plusieurs possibilités. La collectivité, évidemment, peut agir à travers un COS, comité d'œuvre sociale. Il peut aussi créer un comité d'action sociale. Et la collectivité peut aussi chercher un organisme mutualisateur. C'est un peu le cas du CNAS. Et la collectivité peut aussi faire appel au centre de gestion. La collectivité n'a aucune obligation de décider que c'est par le COS seulement. Elle peut passer par le COS. Elle peut même dire au COS, oui, nous vous donnons de l'argent, mais il faut adhérer au CNAS. Tout cela est possible et tout cela se pratique aujourd'hui. Mais nous n'avons pas d'obligation de passer par le COS. Et c'est une des possibilités qui existent. Mais en tout cas, nous voulons dire que pour ce qui nous concerne, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, c'est que je suis au désespoir de constater que depuis plus de 3 ans, nous avons essayé de tout faire pour que le personnel bénéficie des œuvres auxquelles il a droit et qu'à chaque fois, nous nous sommes heurtés à des difficultés. Et moi, je ne laisserai pas dire que c'est à cause de nous que le personnel ne dispose pas de ces œuvres auxquelles il a droit. Il y avait une seconde question qui avait été posée dont par acte le personnel tire les conséquences. Non, pas dont acte. Le président du conseil exécutif, en dépit des difficultés qui lui ont été imposées, parce que sa volonté c'est de faire en sorte que le personnel ait accès à ses droits, est en train d'explorer d'autres moyens pour voir comment enfin on parvient à surmonter des obstacles qui n'auraient pas dû, de notre point de vue, exister, mais qui existent et il faudra bien faire avec. Concernant la question qui avait été posée par la collègue Louise Tell, nous voulons dire ceci, et cela tient lieu en même temps d'information. Le président du conseil exécutif a effectivement prononcé la fermeture de la pouponnière de Gâchette. Les mineurs sont des enfants de 0 à 3 ans, donc les enfants très jeunes, ont été progressivement transférés vers des assistantes maternelles et depuis la fin du mois de juin, aucun enfant n'est pris en charge à la pouponnière. La décision a été prise au mois de juillet. Les dotations jusqu'en août 2019 ont continué à être versées à l'établissement. Il appartient maintenant,
et c'est ce que le président a écrit dans son courrier, il appartient maintenant à l'administrateur judiciaire qui est en place de préciser les coûts induits par la cessation d'activité, les propositions de reclassement qui devaient être discutées avec le personnel. La question est de savoir si le président avait le droit de prendre cette décision. Oui, pour deux raisons. Parce que c'est lui l'autorité. C'est lui qui donne l'autorisation et c'est aussi lui qui l'enlève. Les articles liés à cette question disent très clairement, lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil départemental, en l'occurrence le président du conseil exécutif de la CTM, et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure, rester sans résultat, prononcer la fermeture. Eh bien, le président du conseil exécutif ne va pas donner à l'État pouvoir de fermer. Le président a des responsabilités et il a pris ses responsabilités parce que qu'est-ce qui est posé comme problème? C'est une responsabilité pénale du président. Pénale du président. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait ça, il n'a fait, il calait la geôle. C'est sa responsabilité pénale. Et deuxièmement, c'est une obligation réglementaire de protéger les enfants. Alors nous prenons des enfants qui sont chez leurs parents parce que ces enfants ont des difficultés, nous les plaçons dans des institutions et quand il y a des situations de maltraitance, nous pas qu'à faire rien. Non, il faut trancher. D'autant que je rappelle ceci à celles et à ceux qui nous écoutent, que cette histoire dure depuis des décennies et qu'il y a eu une multitude de rapports identifiant ces difficultés qui mettent en danger les enfants dont nous avons la responsabilité, mais comme parfois le « nous » est au singulier, dont le président du conseil exécutif en particulier a la responsabilité. Et il a pris une décision. Ensuite, je vous dis ceci, quand cette décision a été prise, ce n'est pas pour jeter l'anathème sur le personnel. Je ne veux pas que soit répété que c'est parce que le personnel est maltraitant, etc. Ce n'est pas cela le problème. Il y a à Gachette, à la pouponnière, d'excellents professionnels et d'excellentes professionnels. Des gens qui font leur travail avec beaucoup d'amour, un grand sens de responsabilité. Mais par contre, lorsqu'on voit qu'un système est vicié, qu'il peut générer de la maltraitance en dépit des efforts du personnel, il faut prendre des décisions et le président du conseil exécutif a courageusement pris cette décision pour régler une situation qui ne date pas de notre arrivée ici, qui date de plusieurs décennies. Voilà les informations que je voulais apporter de manière résumée. Je vous remercie. Nous allons donc remercier le conseiller exécutif Francis Carole pour toutes ces précisions. Je vous remercie toutes et toutes pour être restés jusqu'au bout. Il est donc 18h02. Je vous remercie. Bonne fête de la Toussaint et puis à très bientôt, chers collègues.